Salut petit noob, comment allez-vous aujourd'hui? Alors pour ce nouvel épisode de Dico Geek, j'ai décidé de vous parler de mon premier amour pour les jeux vidéo, c'est-à-dire Nintendo. Alors si toi aussi ta première console a été une console de chez Nintendo, ou si tes premiers héros de jeux vidéo c'était Mario ou Link, cette vidéo devrait te plaire. Enfin même si t'avais une autre console ou que tu préfères Sonic, ça devrait te plaire quand même. Il y a tellement de choses à dire et d'années à remonter que j'ai découpé la vidéo de la façon suivante. On commencera par la création de la société. On verra ensuite l'évolution de celle-ci, on parlera du début dans l'univers du jeu vidéo, puis on enchaînera avec le début du succès, on verra ensuite les années mitigées qu'a connues Nintendo avant d'enchaîner avec le retour au succès, s'en suivra une accumulation de mauvaises nouvelles avant le renouveau de Nintendo, et on verra rapidement quelques grands noms de chez Nintendo avant la conclusion de la vidéo. Avant de commencer, je m'excuse d'avance si j'écorche des noms ou prénoms de personnes ou d'entreprises. Tout commence à Kyoto quand Fusajiro Yamauchi crée sa société de cartes à jouer qu'il nomma Nintendo Kopai, qu'on peut traduire par « laissons sa chance au ciel ». L'entreprise est créée le 23 septembre 1889. Fusajiro Yamauchi créait et fabriquait ses propres cartes, les Hanafuda, qu'on peut traduire littéralement par « jeu des fleurs », jeu de cartes traditionnel au Japon et en Corée. Il rencontre un franc succès, tellement qu'en 1902, il commence à fabriquer des cartes à l'occidental, et couronné de réussite, il finit par ouvrir plusieurs magasins au Japon, et en 1907, il commence à exporter ses cartes, et finalement en 1929, Fusajiro Yamauchi prendra sa retraite, remplacé par son gendre Monsieur Sekiryo Kaneda, qui, sur demande de son beau-père, changera de nom pour Yamauchi. Qui dit nouveau patron dit souvent nouvelle philosophie. En 1933, Sekiryo Yamauchi donc va s'associer avec d'autres investisseurs, mais reste majoritaire et renomme la société en Yamauchi Nintendo et compagnie. Malheureusement, en 1949, Sekiryo Yamauchi va décéder des suites d'une maladie, et c'est son petit-fils Hiroshi Yamauchi qui va reprendre les rênes à seulement 22 ans, et à cet âge-là, peu croyaient en lui. Il fait face à des mouvements de grève, mais le patron c'est lui, et il ira même jusqu'à congédier des cadres en poste depuis plusieurs années. En 1951, Hiroshi Yamauchi change le nom de la société pour Nintendo Playing Cards Company Limited, et en 1953, il décide de fabriquer des cartes en plastique, car plus solides que celles en carton. L'année 1959 marque un tournant pour la société. Nintendo obtient la licence pour utiliser les personnages de Disney sur leurs cartes. A la suite de ça, Nintendo va prendre une envergure internationale. Le début des années 60 voit de gros changements pour la société. Tout d'abord, la société va entrer en bourse. Un an plus tard, le nom va encore changer, passant de Nintendo Playing Cards Company Limited à Nintendo Company Limited, nom que nous connaissons aujourd'hui. 1965 marque l'arrivée chez Nintendo de Gunpei Yokoi, personnage important de chez Nintendo, vous allez voir. À la base, simple technicien qui devait vérifier le bon fonctionnement des machines, Gunpei Yokoi aime fabriquer des jouets quand il s'ennuie, et il se met à en fabriquer pendant ses heures de travail, jusqu'à ce que Hiroshi Yamauchi le surprenne, mais plutôt que de le virer, il le demandera de perfectionner son jouet pour le vendre. Comme Nintendo est un fabricant de jeux, fais-en donc un jeu. C'est ainsi que sort en 1967 l'Ultra N qui sera un franc succès. En 1969, Nintendo crée le département Games qui sera dirigé par Gunpei Yokoi. Par la suite, Nintendo lancera d'autres jouets avec plus ou moins de succès comme l'Ultra Machine, le Love Tester ou l'Ultra Scope. C'est dans le début des années 70 que Nintendo va se lancer dans la construction de jouets électroniques. Pour commencer, ils vont collaborer avec Sharp Electronics et de cette collaboration va naître plusieurs jouets dont le Kuzenju SP Gun ou encore le Laser Clay Shooting System. Nintendo va aussi commencer à se tourner vers le marché naissant du jeu vidéo. Ils vont donc ouvrir leur première division de recherche et développement. Nintendo Recherche et Développement numéro 1, dirigé par Gunpei Yokoi. Oui, vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui, moi je vous le dis. Cette division sera dans un premier temps chargée de développer des jeux pour bornes arcade. Le Wild Gunman sortira en 1974 et sera un véritable succès. C'est aussi à cette époque que Hiroshi Yamauchi étudie les tendances en Amérique et sur certains appareils qui permettent de jouer à des jeux vidéo en se connectant à une télévision. Nintendo va collaborer avec Maniavox pour la création de l'Odyssey et finira par obtenir les droits de distribution de la console au Japon. Nintendo va alors vouloir intégrer un microprocesseur dans leurs appareils. Malheureusement, le coût de ces microprocesseurs étant trop élevé pour Nintendo,
Ils vont alors s'associer à Mitsubishi et créer la deuxième division de recherche et développement qui, elle, sera chargée de travailler sur les futures consoles de salon. Et en 1975, Nintendo va aussi ouvrir sa troisième branche de recherche et développement pour développer les jeux sur borne arcade, étant donné que la première branche travaillait sur de nouveaux projets, mais ça, on va y revenir après. 2 années plus tard, Nintendo lancera sa première console de jeu sur laquelle travaillait la fameuse deuxième branche de recherche et développement. Le 1er juin 1977 sort la Color TV Game 6. Elle fonctionne à pile et contient 6 versions d'un jeu proche de Pong. Une semaine seulement après sa sortie, sa petite sœur, nommée la Color TV Game 15, qui est une version améliorée de la Color TV Game 6, elle contient 15 jeux à des manettes avec un câble et non intégré et fonctionne sur secteur et non à pile. Proposant toutes les deux des jeux en couleur et étant moins chères que leurs concurrentes, elles vont rencontrer un franc succès et poussera Nintendo à continuer dans ce domaine. Merci le recherche et développement numéro 2. Petite parenthèse, c'est aussi en 1977 qu'un certain Shigeru Miyamoto est embauché chez Nintendo, on y reviendra après. Nintendo va donc persévérer dans le marché des consoles en sortant respectivement la Color TV Game Racing 112, la Color TV Game Block Kuzushi et la Color TV Game. C'est aussi dans la fin des années 70, début 80, que Hiroshi Yamauchi va charger sa fille et son mari d'installer Nintendo à New York et d'investir le marché des bornes arcade là-bas, qui à l'époque était archi saturé, je vous le rappelle. Ils vont emporter avec eux le Radar Scope, une borne arcade sur un shoot 'em up, qui a plutôt bien marché au Japon, sauf que l'Amérique, c'est pas le Japon, et la borne arcade va faire un flop, à tel point qu'il reste des milliers de modèles dans les stocks. C'est ainsi que Hiroshi Yamauchi va charger Shigeru Miyamoto et Gunpei Yokoi de collaborer sur un jeu pour l'implanter dans le stock d'invendus. C'est ainsi qu'en 1980 sortira Donkey Kong qui fera un carton. Et parallèlement à ce projet, Gunpei Yokoi, encore lui, sortira le précurseur du jeu portable, les Game & Watch, dont le tout premier a vu le jour le 28 avril 1980. C'est ce projet-là sur lequel travaillait l'équipe de recherche et développement numéro 1. Alors là, on va faire une petite parenthèse sur les fameuses Game & Watch. Car pour certaines, elles vont comporter une chose banale pour nous, mais qui à l'époque était une petite nouveauté. Et ouais, la croix directionnelle. Cette petite nouveauté de l'époque, qui en a eu l'idée? Gunpei Yokoi. Et ouais, encore lui. Et le pire, c'est que j'ai pas fini de vous parler de lui. Alors pourquoi je veux faire une parenthèse? Parce que cette fameuse croix directionnelle, ce modèle-là sera déposé par Nintendo et aucun constructeur ne pourra reproduire ce modèle. Alors en lisant ça, j'étais un peu sur le cul et je suis allé checker toutes les manettes que je possède. Effectivement, si on y regarde de plus près, chaque constructeur a dû être inventif pour utiliser une croix directionnelle sans enfreindre le copyright de Nintendo. Et ce fameux copyright a pris fin en 2005 et c'est la manette de la Xbox One qui en profitera pour placer une croix similaire à celle de Nintendo. Voilà, fin de la parenthèse. Revenons donc à nos moutons avec le succès de Donkey Kong en 1981. Nintendo va ouvrir la 4e branche de recherche et développement avec Miyamoto à sa tête, qui elle aura pour but de développer des titres pour les consoles à venir. Et donc en 1981, Nintendo va commencer à travailler sur une nouvelle console de salon. Et quelle console de salon? En 1983, Nintendo va sortir la Famicom, qui se veut être une console puissante, à bas prix, et je vous rappelle que le contexte économique à l'époque est pas foufou. Le marché du jeu vidéo s'est effondré, plus personne ne s'intéresse vraiment aux jeux vidéo, surtout en Amérique, mais le succès est au rendez-vous au Japon. Et quand Nintendo décide d'exporter sa console en 1985 en la renommant NES, ils sont un peu seuls sur le marché et vont cartonner. Bon, après un départ timide en Amérique, suite à l'effondrement du marché, et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet, la console va plutôt bien se vendre et pousser Nintendo à exporter plus largement sa NES les années suivantes. N'oublions pas que, à la même période, en 1985, Sega sortira sa Master System, qu'ils l'exporteront eux aussi les années suivantes, mais Nintendo a déjà creusé l'écart. Miyamoto et son équipe vont nous abreuver de jeux qui feront les grands jours de Nintendo dans l'avenir. Je parle entre autres de Super Mario Bros, The Legend of Zelda, pour ne citer que. En complément de la première équipe de recherche et développement ainsi que la 4e, Nintendo va créer la société Intelligent System, dirigée elle aussi par Gunpei Yokoi. Décidément, lui, on le retrouve un peu partout. Donc cette équipe va être en charge, entre autres, du portage de Donkey Kong sur NES en 1983, de la série Metroid, encore une bonne idée de Gunpei Yokoi en 1986, Kid Icarus et Fire Emblem, pareil, je ne vous cite que. Et Nintendo est soutenu par de bons éditeurs tiers, des licences telles que Final Fantasy ou encore Dragon Quest verront le jour. En 1986, Nintendo va sortir le Famicom Disk System,
un périphérique qui se place sous la Famicom et qui permet de jouer à des jeux sur disquette, car les cartouches de l'époque embarquent pas beaucoup de mémoire, et autre avantage, le fait que les disquettes soient réinscriptibles permettait de télécharger des jeux dans certains magasins pour un faible prix, une fois le jeu fini d'en télécharger un autre pour le mettre sur la même disquette. Mais ce système provoquera une grogne chez les éditeurs tiers et revendeurs, car ils ne se retrouvaient plus financièrement, et autre souci avec la réinscription, c'est qu'elle engendrera un nouveau phénomène, le piratage. The Legend of Zelda était conçu pour ce système, mais le jeu le plus vendu reste Super Mario Bros 2. Le système sera un semi-flop pour Nintendo. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet pour pas que la vidéo dure des heures, mais je voulais aborder le sujet des supports de jeu car Nintendo connaîtra d'autres flops à ce sujet. Alors comme vous avez pu le voir, c'est à l'époque de la NES que pas mal de gros noms de jeux vidéo sont apparus. La NES avait vraiment un beau catalogue de jeux et Nintendo n'a pas terminé de connaître le succès. 1989, année de ma naissance, on s'en fout, hein, c'est surtout l'année d'une nouvelle invention de Gunpei Yokoi. Et ouais, décidément, il en fait des choses chez Nintendo, lui, parce que c'est aussi lui qui est derrière la Game Boy, ou le Game Boy, c'est vous qui voyez. Lui et l'équipe de Nintendo Recherche et Développement numéro 1 vont nous pondre ici l'une des meilleures consoles portables de l'histoire. Je vais pas rentrer en détail dessus, mais quand même, plus de 118 millions de Game Boy vendus, 3e dans le classement des ventes totale de consoles. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qui est la première? Alors, en tout cas, la deuxième, c'est aussi une console de chez Nintendo, mais on en reparlera après. Donc un an plus tard, en 1990, face à la concurrence plus puissante que sa NES, ils sortiront le 21 novembre 1990 la Super Famicom, SNES ou Super Nintendo Entertainment System, appelez-la comme vous voulez. Elle écrasera toute la concurrence grâce entre autres à son prix plus bas et son catalogue de jeux plus fourni. Je vais pas non plus détailler toute l'histoire de la console, mais sur celle-ci, les licences de la NES connaîtront des suites comme Super Mario World, The Legend of Zelda A Link to the Past, Donkey Kong Country, et de nouvelles verront le jour. Star Fox, une belle idée de Miyamoto encore, premier jeu en 3D de cette console d'ailleurs, Super Mario Kart, et les éditeurs tiers aussi continueront à développer de bons jeux pour Nintendo. Le début des années 90 marque aussi l'arrivée du CD-ROM dans le domaine du jeu vidéo, qui intéresse beaucoup Nintendo, qui va s'associer avec Sony pour développer un périphérique sur la Super Nintendo, capable de lire des jeux sur CD. Et comment s'appelle ce projet? PlayStation. Alors suite à un contrat pas assez avantageux pour eux, Nintendo snobera Sony pour passer un accord avec Philips finalement. Mais rien n'en sortira, toujours pas de périphérique pour un nouveau format. Deuxième échec pour Nintendo quand ils veulent ajouter un accessoire pour un nouveau support de jeu. Et les supports de jeu chez Nintendo, ça a pas fini de faire parler, car en 1993, Nintendo annonce déjà travailler sur une nouvelle console nommée Project Reality. Ça vous parle? Quand il y a un roi incontesté, tout le monde essaye de lui ravir sa couronne et rivalise d'ingéniosité pour le dépasser, et par moments ça pousse le leader du marché à faire un faux pas. Et quand on parle d'échecs chez Nintendo, généralement on pense souvent au Virtual Boy, sorti le 21 juillet 1995, et pourtant c'est le grand Gunpei Yokoi qui est derrière cette console. Il voulait une nouvelle fois innover la façon de jouer, l'idée de base était pourtant bonne, de la réalité virtuelle sur console de salon dans les années 90, est-ce que vous imaginez un peu? De mémoire, seul Sega avait annoncé un tel casque, mais malheureusement entre le système de bipied qui n'est pas pratique pour jouer, son manque de jeu et la technologie de réalité virtuelle mal exploitée qui provoquait des nausées, tout ça fait que le Virtual Boy n'attire personne. Gunpei Yokoi, qui se sentait plus à sa place chez Nintendo et qui souhaitait partir après le Virtual Boy, retarde son départ pour ne pas rester sur un échec et va travailler à améliorer sa Game Boy. Face à son concurrent Sega qui sort sa Saturn fin 1994, ainsi qu'un nouveau venu Sony qui sort une PlayStation. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Et bah ouais, suite à leur première collaboration, Sony a persévéré sur leur projet pour finalement le sortir, qui va connaître un gros succès et manger des parts de marché à Sega, mais surtout Nintendo qui se dépêchera de sortir son projet Reality. Mais il leur faudra encore 2 ans pour peaufiner la console renommée Nintendo 64 dans le monde entier ce coup-ci. Elle sort le 23 juin 1996, mais justement elle sort trop tard pour montrer sa soi-disant surpuissance comme annoncé en 1993, et malgré un très bon démarrage, le marché est dominé par la PlayStation, ce qui n'empêche pas Nintendo d'enchaîner plusieurs succès dans les jeux proposés, avec en tête Super Mario 64, et ouais, Miyamoto a bien bossé avec la 4ème branche de développement, Le 64 va révolutionner le jeu vidéo à l'époque, mais à côté de ça, peu d'éditeurs tiers proposaient des jeux.
Et le format cartouche qu'apprécie Nintendo pose justement problème pour développer des jeux dessus car la programmation n'est pas la même pour un jeu sur cartouche ou un jeu sur CD. Demander de faire un jeu sur la 64 et sur la Play reviendrait à demander deux jeux différents limite. Et vu la capacité des CD-ROM, le choix de certains était vite vu. Square dira au revoir à Nintendo et emportera avec lui sa licence Final Fantasy pour la développer sur la PlayStation. Sans être un échec commercial, la 64 ne rencontre pas le succès escompté. Parallèlement à la 64, Gunpei Yokoi sort son dernier projet pour Nintendo, la Game Boy Pocket, le 21 juillet 1996. Elle propose un écran plus grand, un format beaucoup moins brique, et va relancer les ventes de la Game Boy qui commençaient à s'essouffler. Après cela, Gunpei Yokoi va démissionner pour monter sa propre société, accompagné de plusieurs employés de chez Nintendo lui étant fidèles, pour travailler en collaboration avec Bandai sur une nouvelle console portable. La Game Boy Pocket évoluera en Game Boy Light le 14 avril 1998, qui va apporter le rétroéclairage à la Game Boy. Seulement Nintendo, qui veut couper l'herbe sous le pied de la concurrence, annonce une certaine Game Boy Color 6 semaines avant la sortie de la Game Boy Light. Alors, entre un simple rétroéclairage et un écran en couleur, beaucoup avaient choisi d'attendre la seconde option, alors la Light restera chez nos amis japonais. La fameuse Game Boy Color sortira donc le 21 octobre 1998, qui permet de lire les jeux de Game Boy déjà parus en les colorisant, et relancera donc leur vente. On revient rapidement sur la 64, face aux limites du format cartouche, Nintendo avait en tête un périphérique qui se connectera à la 64 pour lui permettre de lire des disques magnétiques pour augmenter la capacité de stockage. C'est ainsi qu'en novembre 1996, Nintendo présente le 64DD pour Dynamic Drive avec une démo jouable et une démonstration de son effet sur Super Mario 64. Et ils annoncent le nouveau jeu Zelda pour le lancement du 64DD prévu en 1997. Bingo pour Nintendo, l'engouement est là, certains prédisent même la fin de la suprématie de la PlayStation. On arrive en 1997 et pas de 64DD de disponible. Pour rassurer tout le monde, Nintendo le représente une nouvelle fois en novembre de la même année et annonce le projet pour le milieu d'année 98. Vous voyez venir là ou pas? Et ouais, on arrive en 1998 et toujours pas de 64DD. Et pire, Nintendo annonce le report de la sortie à une date indéterminée. Les jeux promis sont soit reportés pour une sortie au format cartouche, ou soit complètement annulés. Par-dessus le marché, fin 98, Sega sortira sa tristement célèbre Dreamcast, qui rendra le 64DD limite obsolète avant même sa sortie. Et quand en mai 1999, à l'E3, Nintendo parle de son projet Dolphin, futur GameCube, tout le monde se dit que le 64DD est mort. Et ben non, décidément il fait de la résistance. Nintendo promet une sortie uniquement au Japon avant la fin de l'année, et ben si, ce coup-ci c'est la bonne. Le 1er décembre 1999, le 64DD est enfin disponible avec seulement 2 jeux, et au total 9 jeux seront disponibles au bout d'un an. À peine plus de 10 000 ventes feront abandonner ce fameux 64DD de Nintendo. Malgré de très gros noms du jeu vidéo comme Perfect Dark, Majora's Mask ou Conker Bad Fur Day durant le début du nouveau millénaire, les ventes de la Nintendo 64 sont de plus en plus faibles et Nintendo pense à la suite. Mais il y a un domaine où Nintendo règne sans partage, les consoles portables. En mars 2001, une nouvelle Game Boy voit le jour, la Game Boy Advance, qui n'est pas vraiment une amélioration comme la Pocket ou la Color, mais la Advance est compatible avec toutes les cartouches de jeux Game Boy qui existent. Nintendo confirme que c'est eux les patrons dans le domaine des consoles portables. C'est dans la même période que Sega va se retirer du marché des consoles et ne devenir que simple éditeur tiers, suite entre autres aux mauvaises ventes de sa Dreamcast. Quartier libre donc pour Nintendo qui va avoir la bonne idée de sortir son projet Dolphin, renommé GameCube, le 14 septembre 2001. Ouais, 3 jours après les attentats des 2 tours, la console sort donc dans l'indifférence totale et avec seulement 3 jeux à sa sortie. Mais bon, tout n'est pas acheté dans cette console. Nintendo abandonne enfin son format cartouche, mais là où la PS2, sortie un an plus tôt, et la Xbox, qui sortira quelques mois après la GameCube, opteront pour des supports DVD, la GameCube, elle, choisira le mini DVD. Décidément, ils font jamais comme tout le monde. Et encore une fois, Nintendo va nous pondre pléthore de hits sur cette console, Mario Kart Double Dash, Super Smash Bros Melee, Metroid Prime, Pikmin et bien d'autres. Et si je vous parle de la Panasonic Q, ça vous dit quelque chose? Et si je vous la montre, ça va mieux? Eh bah ouais, ça ressemble à une GameCube, non? Eh bah c'est tout simplement une GameCube avec un lecteur DVD, né grâce à une collaboration entre Nintendo et Panasonic. On a échappé à un énième périphérique foireux, mais c'est pas pour autant que ça a bien marché.
2002, gros coup pour Nintendo. Tout d'abord, le président Hiroshi Yamauchi quitte son poste après plus de 50 ans de bons et loyaux services. Son successeur, un certain Satoru Iwata, chef de la division de planification d'entreprise et ancien président de HAL Laboratory, qui se trouve être les développeurs d'un certain Super Smash Bros. Et le deuxième coup dur sera la revente de Rareware au nouvel ennemi Microsoft. Plusieurs versions circulent sur le pourquoi de la revente, alors j'éviterai de dire n'importe quoi, mais tous les projets en cours sont annulés sauf Star Fox Adventure. Tant mieux pour nous. Satoru Iwata va commencer à réorganiser Nintendo en interne, avec par exemple la fusion des divisions de recherche de développement 1 et 2 pour devenir Nintendo Software Planning and Development Division, chargée de développer des jeux. Alors même si la GameCube patauge un peu à décoller dans les ventes, Nintendo s'appuie sur son savoir-faire en matière de consoles portables et sort la Game Boy Advance SP en mars 2003, même caractéristique technique que la Game Boy Advance, mais qui apporte de bonnes améliorations. Un écran éclairé, un format pliable pour protéger l'écran et une batterie rechargeable. Elle sera le prémisse d'un futur grand succès de la marque. Mais alors comment faire pour reconquérir les joueurs avec leur console de salon? Car c'est pas tout de faire des consoles portables, faut aussi assurer côté salon. Et je dis ça, mais fin 2004, c'est d'abord une console portable qui sortira, la Nintendo DS. Je vais moins détailler que les autres parce que je pense que j'arrive dans des périodes que vous commencez à connaître. Nintendo DS était d'abord le nom du projet pour Developer System, puis c'est devenu le projet Nitro pour finalement sortir sous le nom Nintendo DS pour Dual Screen. Un mois après sa sortie, sa principale concurrente, la PlayStation Portable, qui elle se veut plus puissante que la DS, qui elle mise sur l'originalité du système et à son catalogue de jeux, les deux se tirent la bourre au démarrage, mais Nintendo saura prendre l'avantage grâce à des jeux et à la Nintendo DS Lite, version améliorée de la DS. Les ventes de DS repartent de plus belle, deux autres versions verront le jour pendant la durée de vie de la DS, la DSi et la DSi XL. Et en 9 ans de vie, la Nintendo DS s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires. Quand je vous parlais de la Game Boy, j'avais dit que dans l'histoire des consoles les plus vendues, la deuxième place était aussi tenue par une console de Nintendo. Et bah ouais, c'est bien la Nintendo DS qui se trouve juste derrière la PS2 à quelques millions d'exemplaires près. À côté de ça, la PSP, elle ne trouvera que, entre guillemets, 76 millions d'acheteurs. Pendant la durée de vie de la DS, Nintendo proposera sa dernière version de Game Boy Advance, la Game Boy Micro, sortie le 13 septembre 2005. Donc comment vous dire qu'à côté de l'ADS, elle ne trouvera personne, surtout que la console n'était plus compatible avec les jeux de Game Boy et Game Boy Color, mais seulement avec ceux de la Game Boy Advance, donc à peine plus de 2 millions de ventes. Côté console de salon, on a le droit à une présentation à l'E3 2005 du projet Révolution, qui sortira un an plus tard sous le nom de Wii. Qui ici ne connaît pas la Wii ? Console qui veut révolutionner la façon de jouer, à l'instar des performances graphiques. Plutôt que de vous la détailler, parce que je pense que vous connaissez tous, j'ai plutôt envie de vous donner 2-3 petites anecdotes. C'est la première console de salon de Nintendo qui ne comporte pas le nom de la firme. Wii avec 2 i symbolise 2 personnes jouant ensemble, ainsi que la manette complète de la console, c'est-à-dire la télécommande Wii et le nunchuk. Ce nom fera beaucoup réagir la presse et de nombreuses blagues s'en suivront, mais Nintendo justifiera son choix de Wii plutôt que Révolution, parce que Révolution c'était trop long. Et quand on regarde les ventes, plus de 100 millions de ventes dans le monde, je crois que le nom Wii a rebuté personne. Elle est la 6ème console la plus vendue de l'histoire, la console de salon la plus vendue de Nintendo, et même la plus vendue de sa génération. La PS3, 87 millions, et la Xbox 360, 85 millions. Est-ce que Nintendo saura maintenir cette réussite ? C'est donc après le succès de sa DS et de sa Wii que Nintendo travaille sur de nouvelles consoles. La nouvelle génération de DS est en fait une nouvelle console nommée la Nintendo 3DS, présentée en 2010 et commercialisée début 2011. Elle ressemble fort à la DSi, mais avec un stick et la possibilité d'afficher de la 3D et des caméras permettant de l'affichage en réalité augmentée, entre autres. Les acheteurs ne sont pas vraiment au rendez-vous, Nintendo baisse vite son prix à peine 5 mois après sa sortie, et plusieurs versions de cette 3DS verront le jour, et Nintendo aura l'intelligence de sortir des versions 2DS de sa 3DS, comme son nom l'indique, elle n'affichera pas de 3D, mais sera bien sûr compatible avec tous les jeux 3DS, et finalement là, les totales de ventes pour cette console s'élèveront quand même à 75 millions, sans être un aussi grand succès que la DS, on peut pas vraiment dire que ce soit un échec. Alors pourquoi ce nom de chapitre ? C'est pendant cette période-là qu'on aura le droit à la fameuse Wii U, annoncée lors de l'E3 2011 comme projet Café. Ouais, c'est déjà moins classe que le projet Révolution, Elle sortira le 18 novembre 2012,
La console est la première de chez Nintendo à afficher des graphismes en HD et propose une manette révolutionnaire, le Wii U Gamepad. Bon pareil, c'est assez récent pour que tout le monde s'en souvienne sans que je détaille trop, hein. Gros fail de chez Nintendo, entre le nom qui perturbe certains, est-ce que la Wii U est une nouvelle console ou une nouvelle version de la Wii, le manque de jeux, alors oui c'est bizarre de dire ça quand on sait que beaucoup de jeux Nintendo sortis sur cette console sont souvent de grands hits, comme Mario Kart 8, Super Smash Bros for Wii U, Donkey Kong Tropical Freeze et Zelda Breath of the Wild. Et ouais, à la base c'est le Zelda pour la Wii U et non pour la Switch. Nintendo reconnaîtra que sa com était mauvaise et stoppera le massacre en 2017 avec à peine 13 millions de ventes, loin des 100 millions de la Wii U. C'est la console la moins bien vendue de chez Nintendo. Autre mauvaise nouvelle, pendant cette période, le 11 juillet 2015, le PDG de Nintendo Satoru Iwata décède des suites d'une tumeur. On reviendra par la suite sur ce qu'il a apporté à Nintendo. Son remplaçant est nommé quelques mois plus tard, Tatsumi Kimishima. Suite à ses résultats financiers très mauvais, Nintendo doit se réorganiser. Nintendo Software Planning and Development, anciennement donc Recherche et Développement 1 et 2, va fusionner avec la branche Recherche et Développement 4, qui avait changé de nom pour Nintendo Entertainment Analysis and Development en 1989. Ces deux branches vont devenir Nintendo Entertainment Planning and Development, qui donneront naissance à de très grands jeux comme les derniers Zelda et Mario par exemple. Nintendo Integrated Research and Development, ancienne équipe Recherche et Développement numéro 3, ces équipes qui ont travaillé sur les consoles et leurs accessoires ainsi que les consoles portables vont fusionner avec Nintendo System Development qui travaillait surtout sur les logiciels pour former Nintendo Platform Technology Development qui vont travailler sur la prochaine console de salon de Nintendo. Et à côté de ça, une vague de licenciements est annoncée. Comment renouer avec le succès du passé ? Le marché des consoles portables entre en concurrence avec celui des smartphones et l'arrivée de jeux free-to-play. Nintendo s'essaiera donc aux jeux mobiles avec Super Mario Run fin 2016, et sans être le succès attendu par Nintendo, les ventes sont suffisamment satisfaisantes pour que Nintendo affirme sortir d'autres jeux sur mobile dans l'avenir. On verra naître par exemple Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp, Dr Mario World ou encore Mario Kart Tour. Parallèlement, Nintendo sortira le dernier projet de Satoru Iwata, le projet NX. Mars 2017 sort donc la Nintendo Switch, console hybride qui peut être jouée aussi bien en console de salon qu'en console portable. Bon, je vous détaille pas la bête, je pense que vous connaissez assez bien. Si certains spécialistes voient en elle un nouvel échec, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En seulement 2 ans, Nintendo dépasse les 50 millions de ventes, mieux qu'une certaine Xbox One, sortie presque 4 ans plus tôt. De nombreux jeux d'excellente qualité, dont je ne ferai pas de liste. Entre-temps, Nintendo changera une nouvelle fois de président. Tatsumi Kimishima laissant sa place à Shuntaro Furukawa, un ancien de la société qui a gravi les échelons jusqu'à arriver au poste de directeur de la Pokémon Company. Il travaille aussi sur la stratégie marketing de Nintendo. Il prendra le poste de président de Nintendo le 28 juin 2018. Et nous voilà arrivés à notre époque. Les dernières consoles sorties par Nintendo sont la Nintendo 2DS XL et la Switch Lite. Bien sûr, je n'oublie pas les NES Mini et SNES Mini, et je pense qu'on a à peu près tout vu. Avant de conclure, je voulais quand même parler de noms peu connus de beaucoup. Et moi le premier, je l'avoue. J'ai découvert Gunpei Yokoi grâce à l'écriture de cette vidéo par exemple. Miyamoto, ça parle à tout le monde, mais il y a d'autres grands noms un peu plus dans l'ombre qui sont derrière de grands succès de Nintendo que j'avais envie de vous citer rapidement. Satoru Iwata. J'avais dit que je reviendrais sur ce qu'il a apporté à Nintendo. Pour commencer, c'est en partie lui qui est derrière le succès de Pokémon Rouge et Bleu. C'est lui qui finira Super Smash Bros Melee, il a grandement participé à la conception de la Wii et de la DS, il a mis en place les Nintendo Direct et bien sûr plein d'autres choses. Takashi Tezuka, bras droit de Miyamoto, qui a collaboré avec lui sur Mario ou encore Zelda. Sur la majorité des exclus Nintendo, vous trouverez son nom quelque part. Koji Kondo, compositeur sur Duck Hunt et sur une majeure partie des jeux Mario et Zelda. Eiji Aonuma, il est derrière tous les Zelda à partir de Ocarina of Time. Genyo Takeda, il est crédité du développement des piles de sauvegarde dans les cartouches de jeu, et il est aussi derrière le stick de la 64, mais c'est surtout l'un des principaux artisans de la réussite de la Wii. C'est lui par exemple qui a décidé de ne pas intégrer la HD et de se focaliser sur la jouabilité. Hideki Kono, c'est grâce à lui qu'on joue à Mario Kart aujourd'hui, et il y en aurait tellement d'autres à citer que je pourrais en faire une vidéo je crois. Mais le mieux pour finir ce chapitre, c'est de dire un grand merci à la famille Yamauchi, sans qui rien de tout cela aurait vu le jour. Que dire pour conclure cette vidéo ? Il y aurait tellement de choses à rajouter dans cette vidéo qu'elle pourrait durer des heures, mais je voulais détailler les origines et juste dégrossir les années qu'on connaît tous, plus ou moins.
Certains comprendront peut-être pas pourquoi j'ai parlé des divisions de recherche et développement par exemple, mais quand vous regardez la liste de tout ce qu'elles ont fait, c'est impossible de pas en parler. Toutes ces équipes qui ont travaillé pour créer notre amusement d'hier à aujourd'hui. Bref, je pourrais encore durer des heures à vous parler de cette magnifique entreprise qui est un des piliers du jeu vidéo, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'espère en tout cas que ça vous a plu et qu'à travers cette vidéo j'ai pu vous apprendre au moins une chose. Si c'est le cas, le petit pouce bleu ferait vraiment plaisir et surtout partagez-la à votre entourage. En attendant une prochaine vidéo, mes petits noobs, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien, ciao bye bye.